procès de la soumission chimique s'est tenu à Paris ces derniers jours. Verdict, 4 ans de prison, dont 18 mois ferme pour l'ancien sénateur Joël Guerriau, reconnu coupable d'avoir drogué la députée Sandrine Josso dans l'intention d'abuser d'elle. Comment la députée a-t-elle vécu ce procès? La voici. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Sandrine Josso, re-bienvenue sur le plateau de Quotidien. Voici une partie de l'équipe et le public. Merci d'être avec nous ce soir. L'ancien sénateur, je l'ai dit, qui vous a lourdement drogué en 2023, a donc été condamné hier à une peine de 4 ans de prison, dont 18 mois ferme sans exécution provisoire, c'est-à-dire qu'il est encore en liberté. Le tribunal a jugé qu'il vous a drogué en vue de commettre un viol ou une agression sexuelle. Quelle est votre réaction sur la peine et comment est-ce que vous avez vécu ce procès? Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce procès, c'était bien sûr quelque chose de difficile pour moi. Oui. Maintenant, ce qui était important, c'était qu'on puisse reconnaître sa culpabilité. La peine est lourde. Voilà ce que je peux dire ce soir. Il y aura un procès en appel. Donc, c'est pas confirmé, mais ce que je sais, c'est que son avocat l'a dit hier soir. On attend la confirmation. On ne l'a pas encore, à l'heure qu'il est. Pas encore, mais c'est ce qu'il semble avoir dit hier soir. Qu'est-ce qui était le plus dur à gérer pendant ce procès? Il a duré combien de temps, le procès? 2 jours. La première journée, c'était la plus difficile parce que je me suis retrouvée à la barre, en fait, vraiment à 70 cm de mon agresseur, en fait. Ça, c'était assez perturbant pour moi. Et puis, raconter de nouveau ce que j'ai vécu, ça aussi c'était compliqué. Vous n'étiez pas venu tout seul et vous aviez du soutien? Oui. Vous étiez venu, je crois qu'on a une image, vous étiez venu avec vos filles. Oui. Et puis une amie, je crois, c'est ça? Absolument. C'était important qu'elle soit là? C'est important qu'elle soit là. En fait, on a toujours besoin de soutien quand on est victime. Et ça, c'est la première chose. C'est à partir du moment où une victime est soutenue, elle va avoir plus de force pour s'en sortir. Et vous en aviez? J'en avais grâce à ces soutiens-là. Et puis, grâce aussi à mon avocat qui m'a aussi bien préparé, Arnaud Godefroy. C'était une expérience difficile. Que j'ai préparé, on va dire, dans les meilleures conditions possibles, malgré, on va dire, toute la complexité d'une première fois dans une salle d'audience. Et puis, j'avais aussi ce double statut, c'est-à-dire de victime et aussi de député qui peut aussi représenter toutes les victimes de l'ombre qui n'ont pas cette possibilité de parler, qui sont marginalisées, parfois désocialisées. Et puis du traumatisme aussi, toujours présent 2 ans après les faits. 2 ans après les faits, le traumatisme toujours présent, qui, en fait, au fur et à mesure du temps, bien sûr, diminue, mais il faut du travail. Il faut aussi reconnaître que dans la société, il y a ce qu'on appelle de la victimisation secondaire. En fait, par manque d'empathie, parfois, vous savez, le manque d'empathie, c'est quelque part la première marche de la violence. Minimiser, parfois vous invisibiliser. Vous avez ressenti ça? Bien sûr. La victimisation secondaire. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? C'est ça? En fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que quand on parle, il faut savoir que c'est bien la libération de la parole, c'est bien, il faut vraiment féliciter les personnes qui peuvent parler. Mais il y a ce que j'appelle, moi, vraiment le retour de bâton. Quand on parle, il y a, on peut aussi appeler ça, par exemple, le sexisme de conséquence. Et ça se manifeste de plein de manières, c'est-à-dire que on peut vous dire, moi je l'ai vécu, hein, j'habite à La Baule, à la gare de La Baule, on m'a dit, mais il faut le laisser, Monsieur Guerriau. Il est gentil, Monsieur Guerriau. En fait, c'est plein de petites choses. Les gens qui vous croisent et qui vous disent ça. Tout à fait. Ou, par exemple, il a attendu plusieurs mois pour prendre sa retraite, même plusieurs années. Et il a démissionné. Et justement, parce qu'il attendait d'avoir le nombre
de mois de retraite nécessaires. C'est à ce moment-là qu'il est parti. Et donc, je me suis fait entendre dans l'hémicycle que c'était bien qu'il attende d'avoir le nombre de mois suffisants de retraite pour démissionner. Vous savez, c'est toutes ces choses comme ça, ces petites phrases à l'emporte-pièce, on ne s'en rend pas compte, mais... Ajouter, ça fait voilà, quelque chose. et ça c'est pas normal dans notre société. Ça m'interpelle. Il y a beaucoup de choses à changer, à commencer par l'éducation de nos enfants. Mais on va parler de ça dans un instant. Juste avant, Juliette, tu as assisté au procès. Oui, le procès, vous l'avez dit, il a duré 2 jours. C'était long, intense et aussi forcément un peu intéressant. On l'a appelé le procès parlementaire des viols de Mazan. Oui. Et juste, le président a commencé par le rappel des faits. Donc on va le rappeler, c'était une soirée, 14 novembre 2023. Vous êtes invité chez Joël Guerriau, un ami politique de longue date depuis 10 ans. Vous arrivez chez lui, 2 surprises. 1, vous êtes l'unique invité. Et 2, il est en jogging décontracté alors qu'il est souvent plutôt bien habillé. Et puis, il vous propose du champagne. Entre du champagne blanc et du champagne rosé, vous choisissez le blanc. Et vous trouvez que le champagne, il a un goût gluant. Oui. Voilà. Et surtout, ce qui est marquant, c'est que pendant que vous buvez, lui, il s'amuse à jouer avec la lumière de la pièce. Il raconte aussi, il vous fait des petits tours de magie, très évocateurs, justement, pénétration sexuelle. Enfin, vous le racontez, il le raconte. Et surtout, 20 minutes plus tard, là, vous décrivez ce que vous avez des symptômes assez bizarres. Et là, vous avez le réflexe de commander un taxi, d'aller à l'Assemblée nationale, d'être récupéré par vos collègues et justement d'être transporté à l'hôpital. Et là, les analyses toxicologiques sont assez claires. Vous avez de la MDMA pure à 91,1% à des doses vraiment très élevées qui ne sont pas normales. Et voilà, c'est super marquant. Et vous parlez de victimisation secondaire. Et il y a un témoignage qui a vraiment choqué, puisque le président a lu la lecture des faits, mais il a aussi lu le témoignage de la femme de Joël Guerriau. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui. Et pour nous, c'était marquant en salle d'audience. Parce que la femme de l'ex-sénateur dit « Sandrine Josso aime bien être au centre de l'intention, elle aime la lumière, elle a déjà souvent porté plainte, je crois. Oui. » Et donc, c'était assez dingue d'entendre une femme dire ça près d'une autre femme. Et il y a toujours cette femme qui prend la défense de son mari et qui ferme encore les yeux aujourd'hui alors que toutes les preuves sont là. Enfin, comment vous avez réagi quand vous avez entendu ce témoignage ? Vous étiez déjà au courant de ce témoignage ? J'avais lu ce qu'elle avait écrit dans sa déposition. Après, c'est vrai que c'est préoccupant quand même, vous voyez, d'entendre des choses comme ça. Je crois qu'il faut faire attention quand même à tout ça. Il ne faut pas laisser passer ça. Est-ce que Joël Guerriau s'est adressé à vous lors de ces 2 jours de procès ? Juliette l'a dit, c'était un ami. Vous le connaissiez extrêmement bien. Est-ce que depuis cette agression, depuis ce jour-là, est-ce qu'il y a eu des échanges entre vous ? Non, absolument pas. En fait, bien sûr, il a dit des choses à la barre, mais on ne peut pas effacer. Il y a interdiction. Bien sûr. Non, c'est ça, oui. Bien sûr, et on ne peut pas effacer les choses par quelques mots. Vous savez, la soumission chimique, c'est pas une technique de drague, c'est une technique de viol. Voilà, et c'est surtout une confiance trahie d'un ami que je connaissais depuis plus de 10 ans. Alors, GHB, GBL, effet point de vente, drogue du violeur, danger, bonne réaction si on est victime. Ça, ce sont les mots clés tapés sur l'ordinateur de l'ancien sénateur un mois avant les faits. Comment il explique ça ? Il y a plein de choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'il faut être très factuel. C'est vrai que, par exemple, ses recherches sur son téléphone, sur son ordinateur, ça a été très intéressant. Et c'est important d'aller regarder ça, parce que ça fait partie des preuves aussi. Donc tout ça additionné, en fait tout ça a amené quoi à vraiment le rendre coupable de soumission chimique. C'est tout un mode opératoire savamment orchestré. Et c'est en cela que ce qu'il faut bien comprendre sur ces modes opératoires, c'est qu'en général, ils sont sériels. Les prédateurs améliorent en fait leur mode opératoire au fur et à mesure du temps. J'ai eu l'occasion de regarder ça de très près lors de ma mission gouvernementale sur ce sujet. Et donc, ce qu'il faut faire en fait aujourd'hui, c'est qu'on puisse tous dans notre société avoir les bons réflexes pour faire en sorte que s'il y a quelqu'un qui tente
ou qui commet en fait une soumission chimique, il faut tout de suite tendre la main aux victimes, garder le verre par exemple, qui peut être suspect. Les victimes parfois peuvent aussi vomir, garder les vêtements où on a pu recracher aussi ces substances-là. En fait, on doit tous avoir des bons réflexes dans la société et ce que j'aimerais vraiment aujourd'hui, c'est qu'il y ait, comme la recommandation de mon rapport, une vraie grande campagne de sensibilisation grand public pour qu'on puisse en fait tous être solidaires et puis écarter cette soumission chimique. Et puis sur ces termes qu'il a cherchés sur son ordinateur, trois arguments de défense. Un, il ne se souvient de rien. Je me souviens absolument de rien. Deux, c'est non, mais c'est une amie de ma fille qui aurait été violée, donc forcément je fais ses recherches. Et encore, troisième défense, non mais vous savez, un parlementaire doit s'intéresser à ces sujets d'actualité. Donc à chaque fois tout change et on ne comprend pas grand-chose justement à la barre quand il se défend. Vous avez raison et j'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs procès comme ça sur la soumission chimique lors de mes travaux pour ma mission. Et en fait c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est un tissu de mensonges, un peu une caricature où finalement le mis en cause, eh bien il se victimise et puis finalement il trouve par la ruse beaucoup d'explications parfois terriblement grotesques. Et je voudrais parler de quelque chose qui est complètement hallucinant. Joël Guerriau a déclaré que c'était un collègue sénateur qui lui avait fourni de la drogue. Pourquoi on ne sait pas de qui il s'agit? Est-ce qu'il y a des dealers au Sénat? Est-ce qu'une enquête est menée? Là, ça interroge beaucoup. Dès le départ, Monsieur le Président du Sénat avait la possibilité de convoquer un comité de déontologie. C'est dans Gérard le Larcher, règlement. le président du Sénat. Tout à fait. C'est dans le règlement intérieur du Sénat. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas déclenché d'enquête. Et Pourquoi? non. Est-ce qu'il vous a d'ailleurs écrit, Gérard Larcher? Jamais. Jamais? Même après le jugement d'hier? Jamais. Et d'après vous, Pourquoi il l'a pas fait, à votre pourquoi avis? il l'a pas fait? Il faut lui demander. On parle là de gens qui font la loi. C'est-à-dire que dans un lieu où on fait la loi en France, il y a des législateurs qui ont de la drogue dans la poche et qui en donnent à leurs copains. Si ce que dit Joël Guerriau est vrai. Si ce qu'il dit est vrai, mais enfin personne n'a cherché à savoir si c'était vrai, quoi. Et hormis cette Problème. enquête déclenchée par Larcher, il n'y a aucun autre moyen de savoir qui est le fameux sénateur, si ce qu'il dit est vrai? Alors, qu'on soit bien clair, Monsieur Larcher, en fait, a eu, au fur et à mesure des mois qui passaient, des années qui passaient, il a eu une sorte de pression. Donc, enfin, il a décidé de convoquer, on va dire, un comité déontologique. Sauf que ça, c'était en juin de l'année dernière. Et le sénateur, il attendait et il préparait déjà sa sortie. Donc le comité de déontologie n'a pas pu se mettre en place. Mais l'attitude du Sénat que vous nous racontez là depuis 2 minutes est hallucinante. Gérard Larcher n'a jamais échangé avec vous Jamais. depuis que c'est arrivé. Jamais. Vous lui en voulez? Ça pose des questions sur sa responsabilité. Vraiment, j'aimerais qu'il s'explique et qu'il nous dise un jour sincèrement pourquoi. Et à nous qui sommes citoyens français, on aimerait aussi savoir, et ça pose des questions à tout le monde en fait. C'est inadmissible, vous avez raison. Et puis Joël Guerriau, quand on lui pose la question qui lui a donné cette fameuse drogue, qui était ce sénateur qui lui a donné, il répond « Si je vous disais le nom du sénateur, ça relancerait le débat sur une institution à laquelle je suis attaché. » Voilà sa réponse à la barre quand le président lui pose la question. C'est insupportable. Il y a un sénateur qui deal de la drogue. Bon, écoute, quand même, on a envie de savoir qui c'est, évidemment. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je pense en fait à tout le travail qui a été fait tout au long de cette enquête. Et vous dites que la justice a fonctionné. Ça a été c'est pas parfait, très mais la bien justice fait. a fonctionné. Ça a été très bien fait. Le travail a été de qualité tout au long de cette instruction, puis après lors du procès. Moi, je pense aux victimes aujourd'hui. Celles qui sont dans l'ombre, celles qui parfois arrivent par exemple dans un commissariat ou qui en parlent à quelqu'un de leur entourage, parce que je répète que souvent c'est quelqu'un de notre entourage. Je pense à elles parce que je me dis que c'est important qu'elles soient crues. Aujourd'hui, évidemment, il y a eu la culpabilité de ce sénateur, mais on sait ô combien
que ce mode opératoire est de plus en plus présent et en plus accéléré par les réseaux sociaux. Et ça, il faut quand même le savoir, donc on doit tous être vigilants par rapport à ça et tous accompagner les victimes du mieux possible. Et que les vraies victimes, c'est les femmes. Oui, et puis Principalement aussi, les femmes. Et puis aussi, il y a les enfants. Les enfants, l'inceste par soumission chimique, ça peut être aussi les personnes vulnérables en situation de handicap. Je vous dis, c'est vraiment voilà, une technique de viol qui est là, qui est présente, et c'est insupportable. Puis vous parlez de victimes. Il y a 1 an, c'était le procès de Dominique Pellicot pour avoir drogué et violé et livré à des inconnus son ex-épouse Gisèle Pellicot. Et ça tombe bien parce qu'au procès, il y avait 2 de ses enfants. David Pellicot et Caroline Darian qui vous soutenaient. Le message est assez fort, j'ai trouvé, parce qu'il y a 1 an, vous étiez d'ailleurs dans la salle d'audience pour Gisèle Pellicot pour la soutenir. Et là, c'est l'inverse. Oui, et c'était pour moi important d'avoir toutes ces personnes qui se mobilisent depuis des années. Je vois aussi Laïla Chawachi pour l'association M'endors pas et puis pour cette cause. Un procès, ça ne fait pas tout avancer. Je crois qu'il y a quelque chose de majeur à faire dans notre société, dans l'éducation, avec nous tous, pour endiguer ce phénomène et puis arrêter aussi tous ces réflexes sexistes, parce que ça fait des ravages. Et je crois qu'on gagnerait beaucoup à en fait se libérer de tous ces carcans finalement, et de se dire que peut-être que la meilleure des choses à faire, c'est d'être ensemble et d'avancer sur le sujet, mais aussi partout, et peut-être aussi dans les politiques publiques, qu'on ait des politiques publiques beaucoup plus ambitieuses sur le sujet. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc je continuerai à mobiliser partout à l'Assemblée nationale, mais pas que. Et vous pouvez aussi le faire, et c'est important. Et on espère que les sénateurs nous ont entendus aussi ce soir. Merci Sandrine Josso pour votre témoignage. Continue tout de suite.